Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous donner le chapitre 2 de la programmation orientée objet en Java. La programmation orientée objet existe depuis l'arrivée du langage Simula en 1967. Cependant, il est devenu un des paradigmes de la programmation qu'au milieu des années 80. La principale différence entre la programmation structurée traditionnelle comme le langage C et la programmation orientée objet telles que Java, C++, et que cette dernière met dans une même structure toutes les données et les opérations qui leur sont associées. Le Java est un pur langage orienté objet, ce qui signifie que le niveau le plus externe de la structure des données est l'objet. En Java, il n'y a pas de constante, variable ou bien des fonctions qui sont autonomes. L'accès se fait toujours à ces différentes données par les classes et les objets. Voilà le plan de ce chapitre 2. Dans une section 1, nous allons parler des classes en Java. Nous allons voir comment déclarer et instancier une classe. On va voir les constructeurs, l'accès aux données et méthodes membres de classe, la surcharge d'une méthode, le mot-clé this et puis la comparaison des objets. Dans la section 2, nous allons parler des variables et méthodes de classe. Ok, on va parler des variables et méthodes statiques, et puis on va parler des constantes. Et finalement, nous allons discuter la classe scanner. Nous allons voir les différentes méthodes de cette classe. Nous allons commencer par la section 1, qui est les classes en Java. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les classes et les objets. Alors, une classe est la définition d'un type complexe. C'est-à-dire une classe peut regrouper plusieurs variables de types différents, c'est-à-dire des types primitifs, composites et des types objets. D'accord? Et puis un objet, c'est quoi? C'est une déclaration ou bien une variable de type classe. Donc classe, c'est comme un modèle dans lequel je peux trouver des variables de types différents, tels que des types primitifs, ou bien composites, ou bien des types de variables de type objet. Alors qu'un objet, c'est une variable de type classe. D'accord? Donc voilà un exemple. Je vais déclarer la classe personne qui contient 3 données membres, ou bien 3 variables. Il y a le nom et le prénom de type string, et puis l'âge de type int. D'accord? Toutes ces variables sont de type primitif. D'accord? Et ils se trouvent tous à l'intérieur de la classe personne. Ensuite, je vais déclarer une variable ou bien un objet P1 de la classe personne. Ok? Et je vais donner des valeurs pour chacun des attributs de cette classe. Je vais donner au nom Mrissi, au prénom Mohamed et à l'âge, je vais donner la valeur 20. D'accord? Donc la classe, c'est le modèle. Et puis l'objet, c'est un objet ou bien c'est une variable de ce modèle-là. Bien sûr, vous avez des valeurs pour chacune des variables de la classe. Ensuite, nous allons parler de la déclaration et de l'instanciation des classes. Alors, pour créer une classe, nous allons utiliser le mot-clé classe, suivi par le nom que je vais donner à ma classe. D'accord? Donc là, j'ai ouvert et j'ai fermé les accolades. Ça, c'est une classe qui est vide. Mais syntaxiquement, elle est correcte. Alors, après avoir créé une classe, on peut créer autant d'objets qu'on veut, basés sur cette classe. Alors, pour créer des objets, je vais d'abord mettre le nom de la classe. Voilà, c'est ma classe. Espace, je vais donner les noms des objets. Voilà, mon objet 1, virgule, mon objet 2. En fait, là, j'ai déclaré 2 objets de type classe, ma classe. Alors, le processus de création d'un objet à partir d'une classe est appelé instanciation d'un objet ou bien la création d'une occurrence d'une classe. D'accord? Donc, un objet, c'est une variable de classe, c'est une variable de la classe modèle, et puis on peut l'appeler une instance ou bien une occurrence. Alors, mais cette instruction n'affecte ni mémoire ni autres ressources aux objets, c'est-à-dire la création ou bien la déclaration de l'objet, ma classe, mon objet 1, mon objet 2,
elle fait uniquement la déclaration, elle n'affecte ni mémoire ni autre ressource à cet objet-là. Donc alors il faut utiliser l'opérateur new avec le nom de la classe. Donc pour allouer de la mémoire pour les différents objets qu'on a créés, dans ce cas-là, on va utiliser l'opérateur new pour allouer la mémoire. Donc voilà comment on va utiliser l'opérateur new. Donc nous allons mettre le nom de l'objet, par exemple mon objet 1 ou bien mon objet 2 égale new, c'est pour allouer la mémoire. Et puis je vais donner le nom de la classe suivi par des parenthèses. Donc là nous allons voir plus tard qu'il s'agit du constructeur. On va appeler le constructeur pour allouer la mémoire à l'objet 1. Et ce constructeur-là, il porte toujours le nom de la classe. D'accord? C'est la classe initiale qu'on a créée. D'accord? Donc cette instruction permet d'allouer la mémoire pour l'objet 1 de type ma classe. Alors, le nom de la classe est utilisé comme s'il s'agit d'une méthode. Voilà ici, mon objet égale à new ma classe. Donc, la classe elle est utilisée comme étant une méthode. Donc, il s'agit du constructeur de la classe qu'on va voir plus tard. Alors, après avoir déclaré et alloué la mémoire pour l'objet, donc vous n'avez pas à vous préoccuper de la destruction de la mémoire que vous lui avez déjà allouée. Car en Java, les objets sont automatiquement éliminés par le garbage collector ou bien le GC. Alors comment il le fait? Alors dès que la référence à un objet, c'est-à-dire la variable sort de la portée, c'est-à-dire on ne peut plus accéder à cette variable, la machine virtuelle se charge de libérer automatiquement toutes les ressources affectées par l'opérateur new. C'est-à-dire je vais utiliser un programme dans lequel je vais déclarer plusieurs variables, par exemple mon objet, je lui avais alloué la mémoire, et puis par exemple j'ai terminé l'utilisation de mon objet. Ou bien je n'aurai plus besoin de le réutiliser par la suite. Dans ce cas-là, donc puisque je n'aurai pas le droit de l'utiliser, la machine virtuelle va immédiatement, bien automatiquement, libérer toutes les ressources qu'on a affectées à cette variable avec l'opérateur new. Alors l'instruction suivante est réalisée automatiquement par la JVM, c'est GC, la méthode GC ou bien Garbage Collector, et c'est une méthode qui se trouve dans la classe système. Donc on appelle toujours les méthodes avec le nom de la classe ou bien le nom de l'objet, point, et puis la méthode. Voilà un exemple de la déclaration d'une classe. Donc nous allons créer une classe qui s'appelle personne à laquelle nous ajoutons des données membres et des méthodes. Voilà la classe personne. Donc on utilise toujours le mot-clé classe suivi par le nom de la classe qu'on va lui donner. Et puis on va déclarer des données membres, le nom, le prénom et l'âge par exemple. Et puis on va déclarer certaines méthodes. Donc là j'ai déclaré une méthode grandir qui ne retourne rien, mais elle permet d'incrémenter l'âge de la personne, de l'incrémenter par 1. Ensuite, il y a une deuxième méthode, c'est la méthode présentation. Alors c'est une méthode qui retourne une chaîne de caractères, string, et qui permet de retourner une phrase qui comporte ou bien qui contient toutes les informations de la personne. Alors elle va nous donner le nom, un espace, le prénom, et puis est une personne âgée de, elle va donner l'âge de la personne. D'accord? Alors là, vous avez le nom, le prénom et l'âge. Ce sont des données membres de n'importe quel type. Donc ils peuvent être de type primitif, de type composite ou bien de type objet. D'accord? Ils s'appellent des données membres. Et puis il y a les méthodes, il y a grandir et présentation dans cet exemple. Ce sont des méthodes membres de la classe personne. D'accord? Ce sont des données membres et ça, ce sont des méthodes membres. Alors voilà un exemple de l'instance d'une classe. Alors pour créer des variables ou bien des occurrences ou bien des instances de la classe personne, donc je vais faire comme suit. Donc je vais utiliser le nom de la classe personne, espace, puis P1 pour l'objet,
le premier objet de la classe personne, et puis P2 pour le deuxième objet de la classe personne. En fait, ça, c'est la déclaration uniquement. Il n'y a aucune ressource qui n'a été affectée à ces deux objets. Alors, après, je vais essayer d'allouer de l'espace et des ressources aux différents objets P1 et P2. Donc, pour le faire, je vais utiliser l'opérateur new. Donc, je vais mettre P1 égale à new personne. Donc ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est une méthode qui porte le nom de la classe. Et ça s'appelle le constructeur. Ok, de la même manière, je vais allouer la mémoire pour l'objet P2. Maintenant, nous allons voir comment peut-on accéder aux données membres et aux méthodes membres de la classe. Alors, pour utiliser une donnée membre sur un objet, on utilise la syntaxe suivante. Donc, on va mettre le nom de l'objet, point, le nom, ou bien la donnée membre de la classe. Voilà un exemple. Par exemple, si on souhaite accéder au nom de l'objet P1, donc on va mettre P1.nom. De la même manière, P1.prénom pour accéder au prénom et P1.âge pour accéder à l'âge de la personne P1. Donc, à tous les objets qu'on a créés, P1 et P2, donc pour P1, il a un nom, il a un prénom, il a un âge. Respectivement, pour l'objet P2, donc il a lui aussi un nom, un prénom et un âge. Donc, pour savoir ou bien pour accéder au nom de P1, donc je dois mettre P1.nom. Si je souhaite accéder au nom de P2, de l'objet P2, je vais mettre P2.nom. D'accord? Je mets toujours le nom de l'objet, point, le nom de la donnée membre. Ensuite, pour utiliser une méthode sur un objet, en fait là on a parlé des données membres, là on parle des méthodes membres. Pour utiliser une méthode sur un objet, on va utiliser la syntaxe suivante. On va mettre le nom de l'objet, point, le nom de la méthode, avec bien sûr ses arguments, s'il y en a. Voilà un exemple. Alors pour accéder à la méthode grandir de P1, je vais mettre P1.grandir. Et la même chose pour accéder à la méthode présentation de P1, c'est-à-dire je souhaite afficher toutes les informations personnelles de l'objet P1, je vais mettre P1.présentation. En fait là, vous allez remarquer que j'ai affecté le résultat de P1.présentation à une variable S de type string. Donc si on revient à la déclaration de la méthode présentation, vous allez trouver que c'est une méthode qui retourne une chaîne de caractères. Donc du moment qu'elle retourne une chaîne de caractères, lorsqu'on va l'appeler, on devrait affecter le résultat de la méthode à une variable de type string. D'accord? Alors, lors de l'initialisation des variables, on ne peut pas utiliser des références à des variables ou bien à des méthodes non encore déclarées. Par exemple, on n'a pas le droit d'écrire p1.adresse. Pourquoi? Parce que la donnée membre adresse ne fait pas partie des données membres de la classe personne. Dans la classe personne, on a uniquement trois données membres. On a le nom, le prénom et l'âge. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser p1.adresse. Maintenant, nous allons parler du constructeur. Alors, chaque classe a une méthode spéciale qui s'appelle constructeur. Cette méthode porte toujours le même nom que la classe et elle n'a aucune valeur de retour. Alors, le constructeur prend soin, donc son rôle c'est quoi? Il prend soin d'affecter toutes les ressources dont l'objet a besoin et de renvoyer une occurrence de l'objet. Donc, le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il se charge d'affecter toutes les ressources dont l'objet a besoin. Et il va retourner cet objet-là par la suite. Alors, quand on utilise l'opérateur new, donc P1 par exemple égale à new person, en fait celui-là, personne avec les parenthèses, ça c'est le constructeur. Lorsqu'on utilise l'opérateur new, donc on appelle en réalité le constructeur. Donc cela, new, on appelle le constructeur. Alors, comme l'occurrence de l'objet est toujours le type de retour, donc il n'est pas nécessaire de préciser le type de retour du constructeur. Donc là, pour le constructeur, il n'a pas de valeur de retour puisqu'on connaît qu'il va retourner un objet de la même classe. Ok? Alors, dans la plupart des langages orientés objet, il existe une méthode nommée destructeur. Par exemple, dans le langage C++, il y a une méthode
destructeur. Comme il y a le constructeur, il y a le destructeur, qui est appelé pour libérer les ressources affectées par le constructeur. D'accord? Cependant, pour le Java, il n'a pas de mécanisme destructeur. Donc, il n'y a pas la méthode destructeur en Java, puisque ce langage prend soin de libérer toutes les ressources pour vous en utilisant la méthode garbage collector ou bien GC. Alors voilà un exemple de l'utilisation du constructeur. Alors dans mon programme, je vais déclarer deux constructeurs. Voilà, public personne, donc là c'est le nom de la classe, suivi par des parenthèses, mais je n'ai aucune valeur de retour, ou bien le type de retour. Ok? Pour le public, c'est le mode d'accès à cette méthode. Alors ensuite, je vais accéder aux différentes données membres. J'ai le nom, j'ai le prénom et l'âge. Et puis je vais donner des valeurs initiales à chaque donnée membre. Par exemple, pour le nom, je vais lui donner le Mressi, prénom Mohamed et l'âge 20. Ok? En fait, lorsque vous trouvez un constructeur qui n'a aucun paramètre d'entrée, là on parle du constructeur par défaut. D'accord? Ça c'est le constructeur par défaut, c'est le constructeur qui n'a aucun paramètre en entrée. Maintenant, je vais déclarer un deuxième constructeur. Regardez, il porte toujours le nom de la classe et il n'a pas de valeur de retour. Mais là, je vais lui donner des paramètres d'entrée. Donc, je vais lui donner le nom, vnom, puis vprénom et après vh. Donc, du moment qu'il a trois paramètres ou bien trois données membres, donc je vais mettre trois paramètres en paramètres d'entrée ou bien en entrée du constructeur. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le constructeur permet d'allouer toutes les ressources nécessaires à l'objet. D'accord? Et puis, il permet de retourner cet objet créé. Donc, pour le faire, regardez le traitement réalisé par le constructeur. Donc là, j'ai toujours les données membres de la classe, j'ai le nom, le prénom et l'âge. Et dans la partie droite, au lieu d'affecter des valeurs aléatoires, par exemple, ici Mohamed 20, je vais affecter les données en paramètre d'entrée du constructeur. C'est-à-dire le vnom, je vais l'affecter au nom. Le vprénom, je vais l'affecter au prénom. Et vâge, je vais l'affecter à l'âge. Donc de cette manière, je vais créer un objet qui contient des données et ces données-là, bien sûr, vont être saisies par l'utilisateur. En fait, avant de faire l'appel au constructeur, l'utilisateur va lire au clavier, ou bien va saisir au clavier le nom, le vnom, le vprénom et le vh, et le constructeur va se charger de les affecter aux données membres et par la suite vous donner un objet ou bien vous créer un objet. Donc voilà à droite l'appel au constructeur. Donc je vais déclarer deux objets, P1 et P2 de la classe personne. Ensuite, je vais allouer la mémoire pour P1 et pour P2. Donc pour P1, je vais faire appel au constructeur par défaut. Regardez, il n'y a pas de paramètre d'entrée. Donc je vais appeler ce constructeur. Donc il va donner au nom Mressi, au prénom Mohamed et à l'âge la valeur 20. Et puis l'objet P2, je vais lui allouer la mémoire en utilisant le constructeur ou bien le deuxième constructeur, c'est-à-dire celui avec paramètre. Donc là, regardez, je vais donner des informations. Donc je vais lui donner un nom, vnom, c'est Lotfi, le vprénom, c'est Karim, et puis vh, c'est 21. D'accord? Donc il va prendre Lotfi et l'affecter au nom, Karim au prénom, et 21, il va l'affecter à H. D'accord? Donc voilà l'appel. Donc ça, c'est l'appel au constructeur par défaut. Et là, c'est l'appel au constructeur avec paramètres. Alors ensuite, par exemple, si on écrit P1.grandir, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va accéder à l'âge de la personne P1. Donc regardez, lorsqu'on l'a déclaré avec le constructeur par défaut, on a affecté la valeur 20 à la variable âge. D'accord? Alors lorsqu'on fait appel à grandir, donc si vous vous rappelez, avec la méthode grandir, on accède aux données membres âge et on l'incrémente par 1. D'accord? Donc du moment qu'on a l'âge égal à 20, donc si on l'incrémente, on aura 21. Donc là, si on affiche l'âge de P1, donc ça va donner 21.
D'accord? Ensuite, on va mettre P2.grandir. P2.grandir, c'est-à-dire on va accéder à l'âge de la personne P2. Donc P2, il a 21. Donc si on accède à l'âge de P2 et on l'incrémente avec la méthode grandir, donc on aura l'âge 22. D'accord? Donc si je récapitule, donc j'ai ici deux personnes. J'ai alloué les ressources pour P1 en utilisant le constructeur par défaut. Et puis j'ai créé un objet qui a des données, si vous voulez dire, fixes. Et puis pour l'objet P2, j'ai utilisé le constructeur avec paramètres. Donc ces paramètres-là sont variables. Je peux demander à l'utilisateur de donner à chaque fois de nouvelles données. Et après, j'ai essayé d'accéder à l'âge, à la donnée membre âge. Et puis, je l'ai incrémenté en utilisant la méthode grandir. D'accord? Donc juste une remarque lorsque je fais l'appel au constructeur avec paramètres, je dois absolument respecter l'ordre des arguments. C'est-à-dire je dois respecter le nombre, combien d'arguments j'ai utilisé, et puis l'ordre des types, ou bien les types des arguments. En fait là, je dois absolument commencer par une chaîne de caractères, une deuxième chaîne de caractères et un entier. Parce que dans le constructeur, j'ai deux chaînes de caractères et un entier. Donc l'ordre et les types des données doivent être respectés. Alors ensuite, nous allons parler de la surcharge d'une méthode. Alors en Java, il est possible de créer dans une classe plusieurs méthodes qui portent le même nom, mais avec des paramètres et ou des valeurs de retour différents. Alors nous allons voir l'exemple du constructeur qui représente la surcharge d'une méthode. Donc tout à l'heure, nous avons déclaré deux méthodes qui portent le même nom, personne sans argument et personne avec argument. D'accord? Donc là, lorsqu'on trouve une méthode qui porte, bien deux méthodes qui portent le même nom et qui ont des paramètres d'entrée ou bien de retour différents, là on parle de la surcharge d'une méthode. C'est-à-dire que la méthode ou bien le constructeur a été surchargé, c'est-à-dire on a gardé le même nom, mais on a changé les paramètres d'entrée et ou la valeur de retour. D'accord? Donc cela est connu sous le nom de la surcharge des méthodes. Java décide de la méthode à appeler en regardant sa valeur de retour et ses paramètres d'entrée. Donc tout à l'heure, lorsqu'on a fait appel au constructeur, donc comment on a su que celui-là c'est le premier et celui-là c'est le deuxième? C'est en regardant ses paramètres d'entrée. Du moment que le premier n'a pas de valeur, n'a pas d'argument, donc c'est forcément le premier constructeur. Et du moment que la deuxième méthode ou bien le deuxième constructeur contient des paramètres dans cet ordre-là, deux chaînes de caractères et un entier, donc forcément on parle du deuxième constructeur. Donc le Java reconnaît la méthode à appeler en regardant ses paramètres d'entrée et sa valeur de retour. Alors maintenant, nous allons voir comment accéder aux données membres d'une classe. Alors les données membres d'une classe sont accessibles uniquement à l'intérieur des méthodes de la classe qui les contient. Voilà un exemple, j'ai la classe personne qui contient trois paramètres nom, prénom et âge. Et puis une deuxième classe qui s'appelle voiture qui contient trois données membres, deux chaînes de caractères, la marque et le modèle, et puis un entier pour l'année de fabrication. Alors voilà une remarque, il est impossible d'utiliser les données membres nom, prénom et âge de la classe personne dans la classe voiture. C'est-à-dire si je suis dans la classe voiture, je ne peux pas accéder aux données membres nom, prénom et âge. D'accord? Alors si on veut lire ou bien modifier leurs valeurs, c'est-à-dire je suis dans la classe voiture et je veux accéder, c'est-à-dire pour lire ou bien pour modifier les données membres de la classe personne, il faut ajouter des méthodes pour cet effet dans le code de la classe personne.
D'accord? Alors, pour lire les valeurs des données membres, pour lire les valeurs du nom, prénom et l'âge de la classe personne à partir de la classe voiture, je dois utiliser des méthodes qui s'appellent les accesseurs ou bien les getters. D'accord? Ensuite, pour accéder à ces données, pour les modifier, je vais utiliser ce qu'on appelle les modificateurs ou bien les setters. D'accord? Et bien sûr, ce sont des méthodes. Les getters et les setters sont des méthodes. Donc voilà un exemple. J'ai la classe personne avec ces trois données membres, nom, prénom et âge, et puis je vais déclarer un accesseur, c'est-à-dire je vais accéder au nom. Si je souhaite accéder au nom, je vais déclarer une méthode accesseur qui commence toujours par get. Get, ça veut dire avoir. Get nom, c'est-à-dire avoir le nom. Donc je vais le retourner et bien sûr cette méthode va retourner le type de la variable retournée. Donc le nom c'est une chaîne de caractères. Là aussi je vais mettre string. D'accord? En fait j'utilise un getter pour accéder à la valeur d'une variable, pour la lire. Ensuite il y a une deuxième méthode, c'est le setter ou bien le modificateur. Alors, avec les méthodes modificateurs, je vais toujours mettre set. Set, ça veut dire modifier. Set nom, c'est-à-dire je vais modifier le nom. Alors, cette méthode, elle demande toujours un paramètre d'entrée parce que je dois donner à la méthode quelle est la nouvelle valeur avec laquelle je souhaite modifier le nom ou bien cette donnée. Donc là, je vais string, je vais donner vnom, c'est-à-dire voilà le nouveau nom avec lequel je souhaite faire la modification. Et là, dans le corps du modificateur ou bien du setter, je vais mettre nom reçoit vnom, c'est-à-dire la valeur d'entrée, je vais l'affecter au nom, c'est-à-dire la donnée membre de la classe. Et pour les setters, ils ne retournent rien. Ils ont toujours aucune valeur, ils n'ont toujours aucune valeur de retour. D'accord? Donc là, si j'ai deux classes, par exemple personne et voiture. Donc à partir de voiture, je ne peux pas lire ou bien modifier les données membres de la classe personne en accédant au nom, prénom et âge. Ok, je ne peux pas le faire. Donc pour pouvoir faire des modifications ou bien pour lire les données membres de la classe personne, je dois absolument utiliser une méthode ou bien une méthode pour lire et une méthode pour modifier. Alors ces méthodes-là qui permettent de lire ou bien de modifier s'appellent les getters pour lire et les setters pour modifier. Alors là, si je souhaite lire le nom, à partir de la classe voiture, je vais appeler la méthode getNom. Et si je souhaite modifier le nom, par exemple, de la personne, de la classe personne, à partir de la classe voiture, donc dans la classe voiture, je vais appeler setNom pour pouvoir modifier le nom de la personne. Alors voilà un exercice dans lequel on vous demande d'écrire le code complet de la classe personne qui contient les données membres, nom, prénom et âge. Il contient aussi les constructeurs, deux constructeurs, le premier avec paramètres et le deuxième sans paramètres. Et puis le code des méthodes membres, grandir et présentation. Et puis les modificateurs et les accesseurs aux différents attributs de la classe, c'est-à-dire modificateur pour le nom, le prénom et l'âge, et accesseur pour le nom, le prénom et l'âge. Donc voilà la solution. Voilà la classe personne avec ces trois données membres, le nom, le prénom et l'âge. Voilà le constructeur sans paramètre. Il n'a aucun paramètre, c'est le constructeur par défaut. Et puis le constructeur avec paramètre qui permet d'initialiser les données membres par vnom, vprénom et vâge. Ensuite, voilà les getters et les setters. Donc getNom pour avoir le nom, setNom pour modifier le nom, getPrénom et setPrénom, getAge et setAge. Ensuite, j'ai ajouté la méthode grandir qui permet d'incrémenter l'âge de 1, ou bien l'incrémenter l'âge par 1. Et puis la méthode présentation
qui permet de donner une phrase qui contient toutes les données membres de la classe. Donc là, je vais utiliser les getters. Je vais mettre getNom, getPrénom est une personne âgée de getAge. Je vais avoir l'âge de la personne. Alors, la méthode présentation peut être remplacée par la méthode toString, qui est déjà prédéfinie en Java. Donc, le Java contient une méthode prédéfinie qui s'appelle toString. Cette méthode-là permet de retourner une chaîne de caractères. Donc là, ce qu'on va faire, c'est remplacer la méthode présentation par la méthode toString. Du moment qu'on a déjà une méthode prédéfinie en Java qui fait le même travail ou bien qui fait la même tâche. Donc voilà la méthode toString. Elle va retourner getNom, getPrénom est une personne âgée de getAge. Donc on a la même description de la méthode, on a uniquement changé son nom. Dans la méthode main, nous allons faire la déclaration des objets de la classe personne, nous allons leur allouer la mémoire en appelant le constructeur, et puis nous allons appeler différentes méthodes qu'on a déjà déclarées dans la classe. Alors nous allons déclarer deux objets, P1 et P2 de la classe personne. Ensuite, nous allons leur allouer la mémoire. Alors pour P1, nous allons utiliser le constructeur par défaut, et pour P2, nous allons utiliser le constructeur avec paramètres. Ensuite, nous allons appeler la méthode println pour présenter ou bien pour afficher les différentes informations de la personne P1. Alors, présentation de la première personne, P1.présentation. Donc, pour l'affichage, on aura présentation de la première personne. Donc là, on va appeler le constructeur par défaut. Dans le constructeur par défaut, on a utilisé le nom Mrissi, prénom Mohamed et l'âge 20. D'accord? Donc, elle va nous donner Mrissi Mohamed est une personne âgée de 20. Donc, c'est-à-dire la structure de la phrase, elle a été utilisée ici, dans présentation. Get nom, get prénom est une personne âgée de, et puis get âge. Ensuite, nous allons appeler la méthode grandir avec l'objet P1. Donc, la méthode grandir permet d'incrémenter l'âge de la personne. Donc là, on va accéder à l'âge de P1 et on va l'incrémenter par 1. Et puis, on va faire l'affichage de l'âge de P1. Donc, pour le faire, on va mettre le nouveau âge de P1 et P1.getAge. D'accord? Donc là, pour l'affichage, le nouveau âge de P1 est 21. C'est-à-dire, il a accédé à l'âge de P1 qui était égal à 20 et il l'a incrémenté par 1. Ensuite, on va faire l'affichage des informations de l'objet P2. Alors, présentation de la deuxième personne, P2.toString. Alors, la présentation de la deuxième personne, donc là, il va appeler le constructeur avec paramètres. Donc, il va donner le nom Lotfi, prénom Karim et l'âge 21. Donc là, Lotfi Karim est une personne âgée de 21. Donc là, si vous avez fait la remarque, la présentation, bien les méthodes présentation et toString sont similaires. Ensuite, nous allons parler du mot-clé this. Alors, dans le code des méthodes, on peut désigner l'objet courant en utilisant le mot-clé this. Alors, on doit utiliser le mot-clé this quand il y a un conflit entre le nom d'un attribut et le nom d'un argument ou bien d'une variable. Voilà un exemple du modificateur du nom de la personne. J'ai une classe personne, j'ai le nom, le prénom et l'âge, et puis dans le modificateur, lorsque je souhaite modifier le nom de la personne. Set nom. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on utilise la nouvelle donnée avec laquelle je souhaite modifier le nom, et puis j'accède aux données membres de la classe, c'est-à-dire le nom, et je vais lui affecter le nouveau nom. D'accord? En fait, cette méthode-là peut être réécrite de la manière suivante. Donc, je peux faire public void setNom, et là, entre parenthèses, je vais mettre string nom. Donc là, j'ai utilisé un nom, et là, je vais mettre nom. Et puis, je vais mettre this.nom égale à nom. Donc, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais modifier la donnée membre. Donc, nom, celui-là,
je vais lui affecter le paramètre d'entrée de cet nom. Voilà, il est à droite. Donc si je vais utiliser la même syntaxe, je vais écrire nom, reçoit, nom. Donc celui-là, c'est le deuxième. Et pour le nom, c'est la donnée membre. Alors là, il y aura une confusion ou bien un conflit. Ça, puisque les deux variables portent le même nom, je ne vais pas savoir est-ce que je vais affecter le paramètre d'entrée nom à la donnée membre ou bien c'est la donnée membre que je vais affecter à l'argument. D'accord? Donc c'est pour cette raison, pour éviter tout conflit, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le mot-clé this à côté de la donnée membre. C'est-à-dire, lorsque je vais trouver this à côté de nom, donc ce nom-là, c'est quoi? C'est la donnée membre. D'accord? Bien sûr, l'autre, puisque ce n'est pas la donnée membre, c'est l'argument qui est en paramètre d'entrée de la méthode setNow. Donc là, pour récapituler, on utilise le mot-clé this pour éviter le conflit ou bien éviter la confusion. Si j'ai par exemple deux variables que je vais affecter une variable à une autre, alors qu'ils portent le même nom, donc là, il y aura un conflit, je ne vais pas savoir à quelle variable je vais faire l'affectation. Donc là, pour éviter toute confusion, je vais ajouter le mot-clé this à côté de la donnée membre. C'est-à-dire à côté du nom, je vais ajouter le mot-clé this. Ensuite, nous allons parler de la comparaison des objets. Donc, il y a deux notions d'égalité en Java. Donc, il y a l'égalité d'identité et l'égalité de valeur. Alors, l'identité, ça veut dire l'espace mémoire. C'est-à-dire ils ont le même espace mémoire. Et puis, l'égalité de valeur, c'est-à-dire ils ont le même contenu. C'est-à-dire les valeurs des deux variables sont les mêmes. Alors, on dit que deux variables objets ont la même identité s'ils contiennent le même objet. Donc, voilà un exemple. J'ai deux objets P1 et P2 de la classe personne. Ensuite, je vais allouer la mémoire pour P1 et je vais créer un objet, lui donner des valeurs, Lotfi Karim et l'âge 21. Ensuite, je vais affecter P1, je vais l'affecter à P2. Donc, avec cette affectation, donc les deux variables P1 et P2 contiennent le même objet. C'est-à-dire ils ont le même espace mémoire avec les mêmes valeurs. Ensuite, on dit que deux objets sont égaux en valeur si tous leurs attributs ont les mêmes valeurs. Voilà un exemple. Personne P1 et P2. Pour P1, j'ai alloué la mémoire, donc je lui ai donné Lotfi Karim 21. Et la même chose pour P2. Donc, je lui ai alloué la mémoire avec Lotfi Karim et 21. D'accord? Donc, pour les objets maintenant, pour les objets P1 et P2, ils ont les mêmes valeurs. Donc, ils ont le même nom, même prénom et le même âge. Mais ils n'ont pas la même identité, c'est-à-dire ils n'ont pas le même espace mémoire. Parce que lorsque j'ai fait new pour P1, donc le compilateur va chercher un espace libre pour P1. Et lorsque j'ai fait new pour P2, là aussi le compilateur va chercher un autre espace différent, un autre espace mémoire libre pour P2. D'accord? Donc là, pour P1 et P2, ils ont les mêmes valeurs, ils ont une égalité de valeurs, mais ils n'ont pas une égalité d'identité, c'est-à-dire ils n'ont pas le même espace mémoire. Donc voilà une remarque. Donc les opérateurs d'égalité, double égal, et de différence, point d'exclamation égal, ne testent que l'égalité d'identité. Donc si on fait P1 double égal P2, ou bien P1 différent de P2, en fait là on fait la comparaison de l'identité, c'est-à-dire l'espace mémoire. Alors maintenant pour faire le test de l'égalité par valeur, il faut utiliser des méthodes spécifiques. Donc il y a une méthode qui s'appelle equals, qui permet de comparer les différentes données, bien les différents attributs des deux objets. Voilà la méthode equals qu'on va détailler ensuite après. Donc on va retourner le résultat de la comparaison entre le nom et prénom, puis la comparaison entre le prénom et prénom, et puis la comparaison entre l'âge et PH. Donc là, pour faire la comparaison par valeur, il faut accéder à chacun des attributs de l'objet P1 ou bien P2 et faire bien sûr la comparaison.
Maintenant, nous allons parler de la deuxième section qui parle des variables et méthodes de classe. Donc, lorsqu'on dit une variable et méthode de classe, on parle de variables statiques. Alors, un attribut statique est un attribut qui peut être utilisé par l'ensemble des instances ou bien les objets d'une classe. C'est le même attribut avec la même valeur et il est partagé par tous les objets de la classe. Donc, nous avons déjà parlé des méthodes et des données membres. Pour chaque objet, j'ai une valeur différente pour la donnée membre. Maintenant, pour les variables statiques, en fait, c'est une variable qui est partagée par tous les objets. C'est-à-dire, je n'ai pas une variable statique pour chacun des objets que je vais déclarer dans cette classe. Alors, les attributs statiques existent même si aucun objet n'est créé. Donc, ils ne dépendent pas des objets. Ils sont généralement initialisés lors de leur déclaration. Donc, voilà un exemple. J'ai la classe personne avec les données membres, nom, prénom et âge. Et puis, une variable statique, NB personne. Donc, cette variable, elle va compter le nombre de personnes que j'ai créées. Alors, pour différencier cette variable des autres variables, c'est-à-dire des données membres, je vais la précéder sa déclaration par le mot-clé statique. Donc, si vous avez une variable précédée par le mot statique, vous allez dire que c'est une variable de classe et c'est une variable partagée par tous les objets de la classe. Et puis, je l'ai initialisée à 0. D'accord? Alors maintenant, pour faire appel à cette variable statique, donc généralement, je fais l'appel de cette variable, bien dans notre exemple, je vais faire l'appel dans le constructeur. Alors du moment que cette variable va compter le nombre de personnes que j'ai créées, donc je crée les objets dans le constructeur, alors c'est dans le constructeur que je vais utiliser cette variable parce que c'est le constructeur qui permet de créer de nouveaux objets. Donc à chaque fois que je vais créer un nouveau objet dans le constructeur, je vais faire l'incrémentation de cette variable statique. Donc regardez ici, j'ai le constructeur avec paramètres, ok, et puis je vais initialiser chacun des données membres. En fait là regardez, j'ai utilisé la variable nom, c'est la même variable que j'ai dans les données membres. Alors pour éviter la confusion, je vais précéder la donnée membre par le mot-clé this. Donc this.nom reçoit nom. This.prénom, c'est-à-dire celui-là va recevoir ce prénom-là. Et puis this.âge va recevoir l'âge. D'accord? Là, cela me permet de créer un objet. Et après, je vais incrémenter le nombre de personnes. Voilà, NB personnes plus plus. Alors maintenant, on va parler des méthodes statiques. Donc tout à l'heure, on a parlé des variables statiques. Là, ce sont les méthodes statiques. Alors une méthode statique est une méthode qui existe de façon indépendante des instances d'une classe. Donc c'est à peu près la même chose que les variables statiques. C'est-à-dire une méthode statique, elle est indépendante des objets. Dans le code d'une méthode statique, le mot-clé this, c'est-à-dire la référence à l'objet courant, n'existe pas. Donc on n'utilise pas this. Une méthode statique. Une méthode statique ne peut manipuler directement que les attributs statiques. Donc voilà un exemple dans lequel je vais déclarer une méthode statique. Voilà, cette méthode s'appelle getNBPerson. Donc cette méthode, c'est un getter, c'est-à-dire il permet d'accéder au nombre de personnes que j'ai dans ma classe, que j'ai créé dans ma classe. Alors cette méthode-là, elle va retourner quoi? Le nombre de personnes, qui est une variable statique. Regardez ici, le NP personne, c'est une variable statique. Alors là, dans cette méthode, je vais retourner NP personne, qui est une variable de type statique. Donc là aussi, je vais mettre static int. D'accord? Donc parce que NP personne, il est de type static int. La méthode statique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à une variable statique. D'accord? Une méthode statique ne peut manipuler directement que les attributs statiques. Donc là, une méthode statique, elle fait appel à une variable statique. D'accord? Alors, maintenant pour l'appel, si je souhaite appeler cette méthode statique.
Alors, pour faire appel à la méthode statique, je dois toujours la précéder par le nom de la classe. D'accord? Par exemple, si je souhaite appeler getNP personne, donc je ne vais pas l'appeler avec P1 ou bien P2, mais je vais plutôt l'appeler avec le nom de la classe. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est une méthode de classe et elle est indépendante des objets qu'on a créés. D'accord? Maintenant, nous allons parler des constantes. Donc, pour déclarer une constante, on va précéder sa déclaration par le mot-clé final. Donc, le mot-clé final indique que la variable correspondante est une constante. Alors, lorsqu'on ajoute le mot-clé statique à final, cela signifie que c'est une variable de classe, c'est-à-dire qu'il est connu dans tout le programme et elle est constante. Voilà un exemple. Statique final double pi égale à 3,14. En fait, pi c'est un double qui a été initialisé à 3,14 et puis il est déclaré comme final parce que tout le monde sait que pi est égal à 3,14. C'est une constante. Et puis, on l'a déclaré comme étant statique pour dire que c'est une variable qui est indépendante des objets de la classe. C'est-à-dire, quel que soit l'objet avec lequel on va faire appel à pi, donc elle a toujours la même valeur. Alors là, on va parler d'un programme Java. Qu'est-ce qu'un programme Java? Alors, un programme Java est une classe qui possède une méthode statique de signature main, string, et puis il y a un tableau de chaîne de caractères. Quand on lance l'exécution d'un programme, la machine virtuelle invoque la méthode main de la classe qui a pour nom le nom du programme. Donc voilà un exemple, ou bien la syntaxe globale d'un programme Java. Donc j'ai la classe, le nom du programme, j'ai la déclaration des données, la déclaration des méthodes et puis la méthode main et puis le code de cette méthode. Alors ce code doit être enregistré dans un fichier nommé nonprogramme.java. Donc là, il faut faire attention à ça. Lorsque vous déclarez un fichier Java, donc ce fichier-là doit être le même nom que le nom de la classe. Vous ne pouvez pas avoir un fichier sauvegardé avec un nom qui est différent du nom de la classe. Maintenant, nous allons passer à la dernière section qui est la classe scanner, qui est réservée à la lecture à partir de la console. Alors la classe scanner se trouve dans le package utile, c'est-à-dire si vous voulez utiliser les méthodes de la classe scanner pour lire à partir du clavier, il faut importer un package qui s'appelle utile. Et elle possède des méthodes simples de lecture des variables de type primitif de l'entrée standard, system.in, c'est-à-dire le clavier. C'est-à-dire la classe scanner contient des méthodes qui permettent de lire à partir du clavier. Alors pour importer la classe scanner, on va utiliser l'instruction suivante. Donc import pour importer et puis java.util.scanner. Donc scanner c'est une classe qui appartient au package ou bien au paquet utile. Alors voilà quelques méthodes de la classe scanner. Il y a big decimal, ça c'est la valeur de retour. La méthode s'appelle next big decimal. Donc celle-là, elle permet de lire ce que l'utilisateur a saisi en tant que big decimal. Ok, il y a aussi big integer pour lire ce que l'utilisateur va saisir comme un big integer. Voilà un next booléen pour lire le booléen saisi par l'utilisateur. Il y a next byte pour lire ce que saisit l'utilisateur comme un byte. Il y a next double pour lire un double, next float pour lire un float, next int pour lire un entier, next line pour lire une ligne de données qui peut contenir des chaînes de caractères, des booléens, des bytes, etc. C'est-à-dire différents types de données. Next long et puis next short pour lire un short, une variable de type short. Voilà un exemple, on peut lire une valeur entière sur system.in de la façon suivante, c'est-à-dire pour lire un entier à partir du clavier. Donc au début, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer un objet de la classe scanner. Alors scanner sc égale new pour lui allouer la mémoire et on va appeler le constructeur de la classe scanner et qui a des paramètres d'entrée, c'est system.in. D'accord? Ça, c'est une syntaxe que vous allez utiliser tout le temps
lorsque vous allez lire à partir du clavier, ou bien lire des données à partir du clavier. Donc là, vous avez scanner SC égale à new scanner et puis les arguments system.in. Ensuite, je vais mettre int i, c'est-à-dire l'entier que je vais lire, je vais le mettre dans la variable i égale sc, c'est-à-dire la variable de type scanner, point nextInt. D'accord? Là, j'ai ici nextInt, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va saisir, je vais le lire comme étant un entier et je vais l'affecter à la variable i. Ensuite, pour décomposer une chaîne de caractères, c'est-à-dire je vais lire une chaîne de caractères. Alors, j'ai une chaîne de caractères string s que c'est-à-dire je vais lui affecter la chaîne suivante, 1, c'est-à-dire en chiffres et en lettres, 2 et puis 3. Alors, je vais déclarer un objet de la classe scanner et là, je vais mettre la chaîne de caractères, c'est-à-dire je vais lire cette chaîne S. Tout à l'heure, on a lu à partir du clavier et là, on va lire la chaîne qu'on a déjà déclarée et qu'on a initialisée. Alors ensuite, je vais lire les différentes données de cette chaîne. Donc, je vais faire sc.nextInt, c'est pour lire un entier, je vais lire 1. Ensuite, un espace et je vais lire sc.next. Donc, la méthode next, elle permet de lire un mot. Donc, lorsqu'il va rencontrer un espace, il va arrêter la lecture. Donc, il va lire un mot, il va lire 1, cette chaîne-là. Donc, dans l'affichage, j'aurai 1, 1. Ensuite, je vais poursuivre la lecture et je vais faire sc.nextInt, c'est-à-dire je vais lire le 2. Puis un espace et puis je vais faire next line. Next line, elle permet de lire la suite de la ligne, c'est-à-dire elle va lire 2, 3, 3. D'accord? Alors pour next, elle permet de lire un seul mot et pour next line, elle va lire tout ce qui se trouve sur la ligne jusqu'à ce que je fais un retour à la ligne. Et finalement, je vais fermer le scanner. sc.close, c'est pour .close, c'est pour fermer le scanner. Maintenant, pour lire à partir d'un fichier, je veux lire par exemple des entiers longs. Donc, je vais aussi utiliser un scanner. Donc, je vais déclarer un objet de la classe scanner, new scanner. Et là, en entrée, je vais mettre new file input stream. Je vais mettre le nom de mon fichier. D'accord? Et puis, pour lire les différents entiers longs, donc je vais utiliser une boucle parce que j'ai plusieurs données. Alors, tant que sc.hasNextLong, tant qu'il y a des longs à lire, donc je vais lire nextLong, je vais le lire et je vais l'affecter à la variable L. Alors, voilà un exemple dans lequel, bien dans la méthode main, j'ai une chaîne S qui contient la phrase suivante, salam à tous, point d'exclamation, 30 plus 3.0 égale 6.0 true. Alors je vais déclarer un objet SC de la classe scanner, je vais avoir en entrée la chaîne S, ok, c'est elle que je vais analyser ou bien décomposer. Alors j'ai plusieurs éléments, donc pour les lire tous, je peux utiliser une boucle while. Donc tant qu'il y a un suivant, il y a un caractère suivant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, est-ce que c'est un entier? C'est-à-dire ce que je vais lire maintenant, est-ce que c'est un entier? Alors, si c'est un entier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le message trouvé et je vais le convertir à la base 10. Parce que je vais supposer que l'entier que je vais lire, il est à la base 16. C'est-à-dire, il est en base 16 et je vais le convertir en base 10. Ça, si c'est un entier. Sinon, si ce n'est pas un entier, donc je vais afficher le message, il n'est pas trouvé, et je vais afficher c'est-à-dire ce que je viens de lire. Alors, je vais commencer l'exécution. Donc, le compilateur, ou bien le programme, va lire le premier mot, salam. Il va vérifier est-ce que c'est un entier. Donc, salam, c'est une chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher n'est pas trouvé. Voilà, n'est pas trouvé, il va afficher salam. Ensuite, j'ai ici une boucle, donc il va passer pour lire le deuxième mot, bien la deuxième chaîne. Donc, il y a le A. Donc, ce n'est pas un entier, donc il va afficher n'est pas trouvé. Tous, de la même manière, point d'exclamation aussi. 30, maintenant je suis arrivée à 30. Donc, 30 c'est un entier.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher trouver, le voilà, et il va le convertir en base 10, parce qu'il va supposer que il est déjà en base 16. Donc 30 en base 16, si je souhaite le convertir en base 10, donc ça va donner 48. Donc pour plus d'explications, vous pouvez voir la conversion suivante. Donc 30 en base 16 est équivalent à 48 en base 10. Et de la même manière, je vais poursuivre. Alors je vais lire le plus, donc ce n'est pas un entier, donc je vais l'afficher. 3.0, lui aussi, c'est un nombre à virgule flottante. Ensuite égal et 6.0, et puis le true, le booléen aussi. D'accord? Alors ensuite, on va voir un exemple pour lire les données à partir du clavier. Donc là, je vais bien sûr importer la classe scanner du paquet utile avec import java.utile.scanner. Ensuite, je vais déclarer ma classe test entrée, je vais la nommer test entrée. Et puis dans la méthode main, je vais déclarer un objet de la classe scanner. Alors, scanner in égale à new scanner, entre parenthèses system.in pour dire que je vais lire à partir du clavier. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de donner son nom. Alors, quel est votre nom? Et puis, je vais lire ce que l'utilisateur a saisi et je vais le mettre dans la variable nom. Donc, le nom, c'est une chaîne de caractères, donc string nom égale à in.nextLine. Parce que le nom peut être composé de plusieurs mots. D'accord? Donc, je vais utiliser nextLine. Ensuite, je vais demander l'âge de la personne. Quel âge avez-vous? Et puis, je vais déclarer une variable âge de type int et je vais mettre dedans l'entier saisi par l'utilisateur. Donc là, je vais utiliser la variable de type scanner, l'objet in.nextInt pour lire l'entier. Et finalement, je vais afficher sur la console les informations lues. Donc, system out, salam, il va donner le nom et puis il va donner l'âge. D'accord? Donc, si on regarde l'exécution de ce programme, donc il va donner quel est votre nom, il va être affiché, l'utilisateur va écrire Mressi Mohamed par exemple. Donc, je vais lire toute la ligne, tous les mots saisis par l'utilisateur. Après, je vais cliquer sur Entrée et je vais demander l'âge. Quel âge avez-vous? D'accord? Et je vais saisir, en tant qu'utilisatrice, je vais utiliser 20. Et finalement, il va m'afficher le message suivant qui a rassemblé toutes les informations de cette personne. D'accord? Maintenant, on va voir un autre exemple. Bien, c'est le même exemple, mais au lieu d'utiliser la console, on va utiliser ce qu'on appelle les pop-up dialog box. C'est-à-dire, on va ouvrir un pop-up dialog dans lequel on va demander le nom et on aura une zone pour écrire le nom. Et puis, de la même manière, on va demander l'âge et puis on aura une case, bien une zone de texte pour saisir l'âge. Et finalement, on va afficher un message qui contient les informations de la personne qu'on a créée. Donc voilà le code correspondant. Donc on va importer, donc pour utiliser les pop-up dialogues, on va utiliser la classe JOptionPan qui appartient au paquet Swing de JavaX. Ok, nous allons voir dans un autre chapitre plus tard les interfaces graphiques ou bien le graphique en Java. Nous allons voir plus en détail ces différentes méthodes et classes. Alors, dans la classe s'appelle affichage, puis je vais ajouter le main. Ensuite, je vais déclarer les variables suivantes. Je vais déclarer le nom comme étant une chaîne de caractères, l'âge aussi comme étant une chaîne de caractères et l'âge comme étant un numéro, ou bien un nombre, un entier. Donc là, j'ai déclaré l'âge comme étant deux types différents, donc je vais vous l'expliquer plus tard. Alors, pour demander à l'utilisateur de saisir le nom, donc je vais utiliser nom, donc je vais affecter à la variable nom JOptionPan, show input dialog, et puis quel est votre nom.
Donc, show input dialogue, c'est pour afficher ce dialogue-là, ce pop-up dialogue. D'accord? Et qui va contenir la chaîne suivante, quel est votre nom. Et ce que va saisir l'utilisateur va être affecté à la variable nom. D'accord? Ensuite, je vais faire la même chose pour demander l'âge. Et là, je vais affecter le résultat à la variable sh, qui est de type string. Donc, pourquoi je l'ai fait? Parce que la valeur de retour de show input dialogue est toujours de type string. D'accord? Ensuite, regardez ce que je vais faire. Je vais changer, c'est-à-dire la valeur saisie ou bien l'âge saisi par l'utilisateur. Il a été récupéré comme étant une chaîne de caractères. Maintenant, je vais essayer de le convertir pour devenir un entier. D'accord? Donc, pour le convertir, je vais utiliser la syntaxe suivante. Je vais mettre integer.parseInt et entre parenthèses, je vais mettre la chaîne de caractères. C'est-à-dire cette chaîne de caractères va être convertie vers un entier et je vais la sauvegarder dans la variable h de type int. D'accord? Ensuite, je vais construire une chaîne de caractères message qui va contenir la chaîne suivante. Salam, je vais mettre le nom que je viens de lire. Et puis vous avez âge, je vais mettre l'âge que je viens de convertir. D'accord? Et puis je vais afficher ce message-là sur un pop-up dialogue. Donc show message, dialogue, et puis je vais mettre message. D'accord? Alors maintenant, nous allons parler des délimiteurs. Donc du moment qu'on va lire des chaînes de caractères à partir du clavier, donc il y a toujours des délimiteurs pour séparer les différentes données. Donc les différentes données du scanner sont délimitées ou bien séparées par des délimiteurs. Et le délimiteur par défaut est l'espace. Donc s'il y a un espace blanc, cela veut dire que c'est un séparateur. C'est le séparateur par défaut. Alors ce Java Whitespace ou bien cet espace blanc peut être un espace, peut être une tabulation, un retour à la ligne, etc. Alors ce délimiteur peut être modifié en utilisant des méthodes spécifiques. Donc par défaut c'est l'espace, mais l'utilisateur a la possibilité de le modifier en utilisant la méthode useDelimiter qui a été surchargée. On peut l'utiliser soit avec un string S ou bien avec un pattern P. D'accord? Donc là, la même méthode porte le même nom, mais elle a deux paramètres en entrée. Elle peut avoir deux paramètres en entrée différents. Alors voilà un exemple. Donc j'ai la classe scanner. Je vais utiliser une nouvelle classe qui s'appelle pattern regex, qui appartient elle aussi au package utile. Je vais utiliser ce paramètre. C'est pour pouvoir modifier le délimiteur. Alors dans la classe exemple délimiteur, je vais avoir déclaré la méthode main. Et puis j'ai une chaîne S, string S. Donc j'ai un slash A, 1 slash A2, plusieurs slash A2, etc. Donc là, si vous avez fait la remarque, je n'ai pas d'espace. Donc c'est comme si je veux changer le délimiteur qui était un espace vers autre chose. Donc là, on va remarquer qu'il y a toujours des slash et suivi par un A. Donc là, regardez ce qu'on va faire. Donc je vais déclarer un objet de la classe scanner, SC, et puis pour l'entrée, c'est la chaîne S. C'est-à-dire je ne vais pas lire à partir du clavier, mais je vais lire à partir de cette chaîne S. Alors là, je vais créer un nouveau délimiteur. Alors je vais mettre sc.useDelimiter, c'est-à-dire je vais utiliser un nouveau délimiteur, et puis pattern.compile, ça c'est une syntaxe pour pouvoir changer le délimiteur, et puis entre parenthèses, je vais mettre entre deux guillemets slash plus A. Alors cette écriture veut dire quoi? Veut dire un ou bien plusieurs slash suivis de A. D'accord? Un slash ou bien plusieurs suivis par un A. D'accord? Je peux utiliser par exemple un autre délimiteur. Par exemple, je peux mettre slash A, c'est-à-dire le séparateur entre les différents mots va être un seul slash suivi par un A. D'accord? Donc dans cet exemple-là, on va plutôt utiliser un slash ou bien plusieurs suivis de A. Donc regardez comment on va lire les différentes données.
Donc on va lire SC, on va écrire sc.nextInt pour lire un entier. Donc on va lire le 1 en chiffres, espace, puis on va lire next. Donc là, pour le slash A, c'est un délimiteur. Donc il ne va pas être considéré comme une donnée saisie par l'utilisateur. Donc lorsqu'on va faire sc.next, on va passer directement à 1. Voilà, UN. Et il va être affiché. Ensuite, on va poursuivre. Donc, il y a plusieurs slash A, donc elle ne va pas être considérée comme des données, mais plutôt comme un séparateur. Alors, on va ensuite lire un entier, donc on va lire le 2. OK. Encore une fois, on va essayer de lire une chaîne de caractères. Donc là, j'ai plusieurs slash A, donc je vais les négliger. Ce sont des séparateurs. Et je vais lire la chaîne de caractères 2. La voilà. Ainsi de suite. Donc j'ai un séparateur slash A, et puis j'ai un nombre, un entier. Donc je vais le lire, next int, et puis j'ai slash A, c'est un séparateur, et puis 3. Donc je vais le lire, je vais lire 3. D'accord, donc là on a remarqué qu'on peut modifier le séparateur qui est par défaut un espace. Je vous remercie pour votre attention et voilà quelques références sur lesquelles je me suis basée pour préparer le cours. Et merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.